Bienvenue dans Parlons Terroir, je suis Philippe Ligron et je vous amène à la découverte de nos producteurs locaux. Alors si vous aimez ça, suivez-moi. Bonjour à tous, nouvelle chronique de Parlons Terroir. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à Kourou, dans le canton du Jura, à la découverte d'une bière extraordinaire et surtout d'une belle rencontre avec une jolie équipe. Nous sommes chez Black Pig et nous sommes au milieu de plein de bières. Salut l'équipe! Voilà, le preneur du son est très heureux comme ça. On va y aller méthodiquement parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes trois. Donc, je vais annoncer vos petpetits noms à chaque fois. Donc, il y a Ben, il y a Jean-Philippe et il y a Christophe. Alors, je ne sais pas qui prend le micro au début. On y va avec Ben, tu as été désigné. Salut Ben. Bonjour Cyril. Philippe, pardon. Salut, enchanté. Alors, merci de nous accueillir ici. Vous êtes trois. Pourquoi vous êtes trois ? Merci à vous d'être venus, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. On est 3 aujourd'hui parce qu'on n'est pas 6. À la base, on est une groupe de 6 personnes. 6 personnes, on a une gérante, une comptable, un autre associé, et puis ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont tous en vacances. Et aujourd'hui, on n'est que les 3 pour vous accueillir parce que vous allez voir, ce sera déjà suffisamment long comme ça, à 3, et puis on n'a pas toute la journée devant nous pour ça. Alors, on est dans une brasserie, vous faites cette Black Pig, on va voir, il y a énormément de variétés différentes de bières. Vous avez décliné toute cette bière de manière assez originale, en tout cas des très très belles étiquettes. Bref, on va parler de cette brasserie, une brasserie assez particulière. Pourquoi ? Particulière, c'est une question difficile. Pourquoi ? Parce que déjà ici, on rigole tous les jours. On essaie de rigoler tous les jours. Après 3 bières. Non, on ne boit pas à la brasserie. On ne boit pas. La journée, sauf quand tu es là. C'est une règle qu'on a. À la brasserie, on ne boit pas du matin au soir. Parce que c'est un travail de tous les jours. C'est un investissement personnel et une carrière que mon associé Christophe et moi-même avons lancée il y a quelques années. Et on y a mis quand même pas mal de temps et un peu d'argent. Donc, c'est un boulot qui nous prend vraiment beaucoup d'énergie. Donc, on ne peut pas se permettre de boire à outrance. Donc, aujourd'hui, on fait une exception parce que tu es là. Mais sinon, non, on ne boit pas à la brasserie. Alors une brasserie, on va passer la parole, le micro à Christophe qui est ton associé. Pourquoi créer une brasserie ? Il y en a déjà tellement de ces brasseries en Suisse. Alors c'est un peu particulier. Moi j'ai rejoint Ben en 2015 qui avait déjà lancé la brasserie auparavant dans sa cuisine. Et on avait un produit qui marchait bien dans la région. Les gens étaient réceptifs aux bières qu'on fabriquait. On brassait 200 litres à l'époque et ces 200 litres ne suffisaient jamais, quoi. Donc on s'est lancé dans un projet un peu fou de se dire on va changer nos vies, on va se réorienter dans la brasserie et puis on va faire une brasserie mais qui nous permettra d'en vivre en fait. Oui, parce que attention, il y a beaucoup de gens qui brassent. Vous avez décidé donc de passer en mode professionnel. Est-ce que ça a changé votre façon de vivre, mais j'imagine que oui, mais surtout vos bières? Est-ce que vous avez dû les adapter à un contexte professionnel ou est-ce que vous êtes resté malgré tout dans ce côté un peu passionnant et artisanal? Alors la réponse c'est un peu spécial parce qu'en fait les bières elles sont toujours les bières qu'on aime boire, donc c'est des bières de passionnés, c'est des bières houblonnées, c'est des bières qui ont du goût, mais par contre évidemment on est dans le Jura et nos bières elles sont vraiment faites pour le Jurassien qui aime faire la fête. C'est des bières qui sont très faciles à boire. Et puis donc du coup oui on a adapté la recette au marché, mais on brasse ce qu'on aime brasser, donc ça reste quand même une bière de passionnés. Alors on parle du Jura, tu me parles de cette région, on est dans spécialité du canton du Jura. Elle a quoi de particulier cette bière ? Est-ce que les produits d'origine sont du Jura ? Alors pas 100% des produits qu'on utilise dans nos bières sont du Jura. On a une bière en particulier où le malt est jurassien et le houblon est suisse, mais sinon c'est vrai qu'on travaille avec des maltes étrangers. Pourquoi la bière ? C'est vrai que premier abord, c'est pas un produit qui est vraiment suisse. Moi, je penserais plutôt à du cidre, puisqu'il y a beaucoup de pommes en Suisse. Pourquoi la bière en Suisse prend autant ? On le disait juste avant de commencer ce reportage, on a passé les 1200 brasseries, je crois, depuis quelques années, depuis pas longtemps. Il y a quand même un certain intérêt pour ce produit-là. C'est vrai que c'est un produit qui est peut-être plus accessible que le vin. C'est un produit qui se boira peut-être aussi plus facilement à l'apéro. Les gens en ont peut-être un petit peu marre du vin blanc à l'apéro. Et ça prend un peu le dessus même dans les magasins par rapport au vin. Donc on surfe sur la tendance, quoi, si on peut dire ça comme ça.
Alors une brasserie Black Pigs qui se développe et qui fait énormément de choses. Nous sommes ici dans la brasserie, c'est assez impressionnant quand même. Vous avez un joli local et la bière, c'est pas juste la faire, c'est aussi la vendre. Alors là, je pense à notre troisième luron interviewé aujourd'hui, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, pour toi, déjà quel est ton rôle chez Black Pig? Alors, mon rôle chez Black Pig est très sérieux, bien sûr. C'est que je suis surtout chargé de trouver de nouveaux clients, de développer la propagation de nos produits dans le canton du Jura, et particulièrement dans mon petit chez-moi en Ajoie. Et pour l'instant, les réponses sont plutôt positives de la part de la population. Et c'est quand même relativement plus facile à vendre que de vendre des assurances ou je ne sais quoi. Ouais, aussi une propagation peut-être plus facile que certains virus qui nous encrassent la vie depuis quelques temps maintenant. C'est juste Jean-Philippe? C'est tout à fait ça. C'est un peu ça. Comment ça se passe concrètement? Tu vas chez les restaurateurs, tu vas dans les associations, il faut faire des efforts, il faut être là, il faut être présent, il faut prendre son bâton de pèlerin pour promouvoir votre bière parce que sinon personne ne va la connaître. Alors oui, j'ai un gros bâton de pèlerin et on ne va pas savoir trop les détails non plus. Je l'utilise très 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 souvent et c'est vrai que les premières personnes que j'ai démarchées, c'était tous mes tous mes amis, enfin tout mon cercle d'amis proches, la famille, tout ça. C'était les premières personnes que j'ai démarchées, après que j'ai fait connaître la bière, qu'ils ne connaissaient pas encore trop en Ajoie. Et puis après, les restaurateurs, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, ils sont tous forcément des contraintes avec des grands fournisseurs, donc on démarche volontiers les clubs de sport et puis les sociétés locales, les associations de jeunesse, ce genre de choses où c'est que ils commencent tous à peu mettre le nez là-dedans et puis ça commence à leur plaire vraiment la bière artisanale, quoi. Ben, on parlait de démarcher, d'aller au devant du consommateur. Nous sommes ici pour spécialité canton du Jura, Régio Garantie, tous ces labels. On s'y perd un petit peu dans tous ces labels. Nous sommes là ici aujourd'hui pour éclaircir un peu, défricher un peu le terrain. Pour vous, c'est important d'avoir des labels sur vos bières pour pouvoir vous donner une certaine crédibilité? Le gros problème qu'on a avec le marché de la bière en Suisse, c'est le prix de vente. Donc automatiquement, la marge commerciale que tout producteur peut se faire dessus. Et faire un produit 100% régional, 100% suisse, malheureusement, va impacter le prix de vente, le prix d'achat du client final. Et de pouvoir, faire une bière avec du malt suisse qui malheureusement coûte comme 2 à 3 fois plus cher que du malt européen. Mais même si on sait d'où il vient, ça c'est quand même assez important par rapport à ça, mais c'est vrai que le prix d'achat du malt est vraiment très très cher, donc du coup le prix de vente va s'en impacter, et c'est vrai que de pouvoir vendre une bière sans un label officiel derrière, si cette bière est suisse sans label, c'est très compliqué. Ça vous donne une certaine visibilité? Alors ça donne surtout un certain intérêt d'après sur les restaurateurs. Jean-Philippe disait qu'on avait pas mal de soucis avec les restaurateurs pour passer nos bières, mais depuis qu'on a ce label-là, en tout cas sur cette bière-là, effectivement, on a vu un intérêt des restaurateurs, des clients, des touristes aussi. Effectivement, les touristes ont extrêmement envie de boire ce genre de bière. Et surtout, les partenariats qu'on a avec les différentes sociétés qui promeuvent justement ce label. Tu parlais de prix, j'ai de la peine à comprendre. Un produit régional qui est plus cher qu'un produit qui vient d'Europe. On parle de brasserie artisanale, on parle de grande brasserie. On va peut-être développer ce sujet qui est aussi parfois obscur pour les gens qui nous écoutent, tout comme moi. Je ne comprends pas une brasserie artisanale où il n'y a pas beaucoup d'employés, vous n'êtes pas nombreux, vous avez des produits qui viennent d'ici, il n'y a pas de taxes douanières. Pourtant, vous roulez avec des petites voitures toutes pourries, alors que peut-être que les grands patrons de ces grandes multinationales de bière qui ont ces maltes, ces houblons, que sais-je encore, qui parcourent l'Europe entière, voire même plus, eux roulent avec des grosses et belles voitures et pourtant leur bière, elle est moins chère. C'est quoi ce paradoxe? Le volume de production, j'imagine. Mais d'abord, j'ai juste quand même dire pour commencer que nous, si on doit rouler avec une petite voiture, c'est parce qu'on paye très très cher Jean-Philippe en fait. Donc Jean-Philippe... Ça m'étonne pas. Jean-Philippe est notre charge principale de l'entreprise. Depuis qu'on l'a, on fait des déficits annuels, c'est une catastrophe. Non, mais il y a aussi un volume de vente. Il faut savoir que plus tu brasses gros, plus tu vends gros. C'est comme tout commerce, tout business. La bière n'a pas réinventé le business de l'achat et de la vente. Plus tu vends gros, plus tu vas te faire de marge de bénéfices sur ta marge. Et c'est ça aussi qui fait que. Mais c'est vrai que la matière première, pour comparer concrètement un malt allemand à 50 centimes d'euros, puis un malt suisse à 4 francs le kilo.
La marge, elle n'est pas vraiment très compliquée de se faire à ce niveau-là. Nous, on a décidé en tout cas de ne pas augmenter le prix de notre bière qui avait le label Région Garantie. Donc on diminue clairement notre marge sur cette bouteille-là. Mais on prend le pari par contre d'embrasser plus. Et puis effectivement... Embrasser qui ? D'embrasser ton épouse, l'épouse de Jean-Philippe, celle de Christophe. Laquelle ? La troisième, parce qu'apparemment il est en train de divorcer, à ce qui paraît très... Donc on embrasse tout le monde, et surtout les gens qui nous écoutent. Non, voilà, c'est vrai que le volume de vente te permet aussi de mieux en vivre. Donc nous, en petite brasserie, il y a un calcul savant qui court un petit peu, qui dit qu'il faut plus ou moins brasser 25 000 litres annuels pour pouvoir se verser un salaire. Nous, on a prévu une brasserie qui permet de brasser 180 000 litres, donc ça permet d'avoir plus ou moins 6-7 personnes salariées. Maintenant, je te laisse faire le calcul avec des grosses entreprises industrielles qui embrassent des millions et des milliards de litres par jour. Et qui ont des grosses voitures. Parce que là, je vois, il y a quand même... on va juste faire un peu la description, pour ceux qui n'ont pas l'image, comme vous tous qui nous écoutez. On est quand même dans un local qui est tout neuf. Il y a des cuves qui me font penser d'ailleurs des cuves à vin. C'est peut-être même les mêmes. Ça y ressemble en tout cas. C'est des cuves d'affinage du vin. Cuve de fermentation. Ok, pardon, j'ai dit une bêtise. Mais en tout cas, il y a un sacré investissement. Il y a un sacré investissement qui est fait au niveau du matériel. On arrive à rentabiliser tout ça. C'est monstrueux, là. Vous me faites peur, là. Alors, nous, avec Christophe, quand on a commencé à monter cette boîte, on a 42 ans les deux. Puis on s'est dit, on est en pleine crise de la quarantaine. Donc, au lieu de s'acheter une manuelle de sport, puis de continuer des métiers qui ne nous plaisent pas, et de draguer des filles beaucoup plus jeunes que nos épouses, on a décidé... C'est enregistré, les gars. Là, vous rigolez, mais vous allez prendre cher après l'émission, quand ça va passer. L'histoire est officielle. On le dit à tout le monde qui vient visiter la brasserie. Donc, au lieu de s'acheter une voiture de sport et puis de draguer des filles plus jeunes que nos femmes, on a préféré garder nos épouses et puis de se payer une brasserie. Brasser donc de la bière. Et de se faire plaisir. On veut pas savoir. Donc Christophe, par rapport à ces bières, il y a quand même passablement de choix. Là, je vois, on en a 6 différentes sous les yeux. Est-ce que tu pourrais nous en parler et surtout mettre en avant, bien sûr, celles qui sont Régio Garantie, spécialité canton du Jura. T'as vu, je sais tous mes logos, Lucas. Alors, on a de base, dans notre assortiment, on a 4 bières. On a une bière blonde qui est justement la bière labellisée Régio Garantie. On a une bière blanche, donc une bière de blé. On a une bière, une Pale Ale et une IPA. Donc c'est un petit peu l'assortiment classique de chaque brasserie. Et en plus, on a des spécialités saisonnières. Donc là, on a, en l'occurrence aujourd'hui, on a une petite bière acide mangue et passion. On a une double IPA. On a des bières comme ça qu'on brasse aussi avec des amis brasseurs. On fait beaucoup de collaborations. Donc c'est vraiment l'assortiment est un petit peu ça dépend de la saison, ça dépend de l'envie du brasseur, ça dépend, des fois on a 12 bières différentes, là on en a 6, donc voilà. Lesquelles de ces bières sont labellisées ? Je crois qu'elles ne sont pas toutes. Non, toutes nos bières ne sont pas labellisées. Pourquoi d'ailleurs ? Ça coûte plus cher ? C'est justement ce que Ben a développé tout à l'heure, donc c'est vraiment une question de prix de matières premières. Comme l'a expliqué Ben, la bière qui est labellisée Jura Région, c'est notre bière blonde. Et celle sur laquelle vous gagnez très peu. C'est exactement ça, c'est une bière sur laquelle on a réduit notre marge, mais c'est un produit d'appel dans le Jura. On sait que ça marche très bien avec les touristes, les restaurateurs mettent ça en avant. Même dans les magasins, ça marche très très bien. Certainement aussi à cause de ce label Jura Garantie. 6 bières devant nous, j'imagine que vous avez aussi des projets de créer d'autres bières. Pourquoi pas d'autres produits aussi par rapport au matériel que vous avez ? Alors, étant donné que notre équipe est très petite, donc en production, on est Ben et moi, Jean-Philippe nous aide de temps à autre en jour de brassin et en embouteillage. Mais sinon, en prod, vraiment effectif, on est 2. Donc c'est déjà pas facile de suivre le rythme sur les bières qu'on produit régulièrement. Donc des projets, oui, on en a plein la tête, mais des fois, c'est pas facile à réaliser en fait. Avant qu'on passe la parole à Jean-Philippe pour qu'il nous raconte l'histoire même de ce nom Black Pig, juste rappeler à nos auditeurs, je dis ça Jean-Philippe, comme ça tu peux te préparer, tu peux aller sortir tes fiches, peut-être juste, Christophe nous dire, c'est quoi une bière en fait ? Une bière, c'est un produit Comment festif. Comment on l'a fait ? Alors comment on l'a fait ? Alors, on ne veut pas les secrets, mais en général, on prend quoi ? On prend du blé, du malt. C'est des céréales maltais, que ce soit orge, blé, avoine. Enfin voilà, il y a beaucoup de sortes de malt différents.
En fait, c'est une décoction de grains maltais dans de l'eau. Décoction, c'est-à-dire C'est une infusion. on prend des céréales qu'on met dans de l'eau. C'est ça. C'est ça. Exactement. On les laisse fermenter un petit peu. Alors quelque non, part, on les non met dans de l'eau. On les met dans de l'eau dans une cuve où le grain et l'eau tournent pendant un certain laps de temps à différentes températures. Donc les températures. On ne veut pas les secrets, mais à certaines températures. Et donc après, une fois qu'on a ce liquide, Alors une fois qu'on a ce liquide, on filtre tout ça, on sépare le grain de l'eau. À ce moment-là, quand on a le liquide qui est séparé, on le fait cuire. Donc c'est une ébullition. À ce moment-là, on ajoute des houblons. Donc c'est à ce moment-là que se jouera un petit peu l'amertume de la bière. Donc c'est à ce moment-là qu'on joue sur les arômes aussi, plus ou moins fruités, plus ou moins amers. c'est la partie la plus importante dans la fabrication, dans la typicité en fait des Non, bières. pas du tout. Non, ok, tant pour Ça, moi. La, Désolé. la typicité de la bière, elle commence de la première minute de la fabrication jusqu'à la dernière minute Ok. dans le fermenteur. D'accord. Donc, Il n'y a pas une étape plus importante qu'une autre. Mais elles sont toutes très importantes. Le nettoyage, c'est l'étape la plus importante. Attends, Ben voulait rajouter quelque chose, Ben? Le conditionnement, c'est aussi quelque chose de très très important. Donc quand on dit du début à la fin de la fermentation, donc c'est du début à la fin de l'embouteillage. Parce que c'est vrai que si on n'embouteille pas bien, si les bières elles tournent, la stabilité, la qualité des bières sur le long terme va être péjorée. Donc non, c'est vraiment un métier du début jusqu'à la mise en bouteille, on va dire. Christophe, donc après on a fait cette décoction, et après? Ébullition, une Ébullition. heure environ. Ouais. Ce qui permet un petit peu de réduire le mou et d'augmenter la quantité de sucre qu'on aura extrait du grain. Et ensuite, ajout de houblon ou pas. Et refroidi instantanément, quasiment de 95 degrés à entre 20 et 27 degrés, transféré dans le fermenteur. Et à ce moment-là, on ajoute les levures. Et puis c'est parti pour la fermentation. C'est là qu'ils vont apparaître les bulles. Pas du tout, pas chez nous en Ok. tout cas. Bah alors j'ai vraiment rien compris à la fabrication de la bière. En fait, Heureusement la que tu nous as un peu parlé. Hein. Alors la fermentation se passe en plusieurs étapes, mais c'est en tout cas pas dans les premiers jours de fermentation que le CO2, les bulles vont se former dans la bière. C'est après. C'est après, ouais. C'est une fois que la bière a fini de fermenter, une fois que les houblons ont été rajoutés à froid dans la bière, pour ceux qui en mettent, nous on en met beaucoup. Et une fois que ça a été fait, une fois que la cuve a été purgée de tout ce qui restait au fond, les levures, etc., à ce moment-là, on peut ajouter du CO2. Donc le CO2 est ajouté par force carbonatation, ça s'appelle. Donc on pousse du gaz carbonique dans le liquide qui se dissout et qui forme les bulles. Tu parlais, Ben, du conditionnement. Le conditionnement est important. J'imagine qu'il y a des canettes en verre, des canettes en métal, des cuves, hein, des bidons, etc. Est-ce que ça change fondamentalement le goût, l'aspect, les arômes de la bière? Est-ce qu'on est obligé de modifier la recette en fonction du conditionnement qu'on va lui donner pour arriver à un résultat identique? Un peu perché ma question. Complètement tordu. Mais d'abord, je t'invite à boire cette troisième bière. C'est notre. Je bois jamais d'alcool pendant le travail, mais c'est laquelle? Voilà, santé. C'est pour, on a une vidéo. C'est la Pigalle, notre fausse blonde. C'est un peu une bière qu'on fait depuis le début de l'aventure. C'est un peu une autre petite fierté, on va dire, au niveau de craft. J'aimerais rebondir sur un truc que Christophe a dit, parce qu'il faut bien se comprendre que Christophe et moi, on n'est pas du tout brasseurs et on ne supporte pas quand on nous dit d'être maître brasseur. Monsieur est maître brasseur. Non, on a appris sur le tas. On sait brasser de la bière, on sait bien brasser de la bière parce que nos bières tiennent dans le temps, tout ça. Mais tu as posé une question, quand est-ce que la bière elle se transforme? Alors, moi, j'aimerais me dire, c'est pas nous qui faisons la bière, c'est les levures. Les levures, la fermentation, c'est vraiment l'étape peut-être la plus importante au niveau du contrôle et c'est justement là où on a fait l'investissement pour la brasserie. Parce qu'il faut justement contrôler cette fermentation en température, en pression et avec la carbonatation, ce qu'expliquait Christophe. Par rapport au conditionnement, pour revenir, alors oui, ça change, mais alors pourquoi? Alors ça, c'est peut-être justement mon inexpérience qui m'a parlé. Je peux pas te dire. Par contre, en tant que goûteur de bière et dégustateur, je sais pas comment, dégustateur, merci. Personnellement, moi, j'aime pas boire des bières en bouteille. J'aime partager une bière en bouteille avec des amis, mais j'aime pas déguster en bouteille. Je préfère boire une bière en canette parce que le goût de la bière sera préservé. Des bières houblonnées tiennent plus longtemps dans une canette en aluminium que dans une bouteille.
En fût, généralement, nos bières sont nettement meilleures en fût qu'en bouteille. Certainement, la partie conditionnement qui fait que le fait qu'à un moment donné, la bière, elle touche de l'oxygène, peut-être ça va péjorer un petit peu les goûts. Alors là, de nouveau, clairement, et j'ai pas honte de le dire, mon inexpérience parle complètement par rapport à ça. Ce genre de questions, il faut poser la question à un maître brasseur qui a fait des années de métier, des années d'études pour ça, et puis lui, il aura la réponse pour ça. Autre problème que rencontrent peut-être, ou des questions que peuvent se poser les consommateurs, je ne sais pas qui veut s'y coller, bulle ou sans bulle? On nous dit, ouais, une bière qui n'a pas de bulle, elle n'est pas bonne. Par contre, moi, une bière qui m'explose le fond du palais, ça ne m'intéresse pas non plus. C'est quoi? Il y a un juste milieu ou tout est bon? Alors moi, personnellement, je ne mange pas avec de la bière parce que ça me gonfle le ventre. Donc le CO2, le gaz, va justement gonfler le ventre. Par contre, une bière sans bulle, ça n'aura pas le même goût qu'une bière avec bulle. L'acide qui est généré par le gaz carbonique à l'intérieur change le goût et justement, c'est un exhausteur de goût qui va donner un peu toute la fiche gustative de cette bière. Sans gaz, ce ne sera pas la même chose. Cette interview va passer à son moment le plus sérieux, j'ai envie de dire, le moment historique où Jean-Philippe va nous dévoiler l'étymologie même, ou même pas l'étymologie, mais l'origine même de ce mot Black Pig. Il y a quoi? Il y a des cochons noirs dans la région, car je ne suis pas un expert en anglais, mais Black Pig signifie cela, non? Alors tout à fait, ça signifie bien sûr les cochons noirs, les porcs noirs on va dire. Et d'après la légende qui circule et qu'on raconte le soir aux enfants pour les endormir, un jour de randonnée dans la montagne, Benjamin est tombé nez à nez avec un cochon noir dans la montagne, au fin fond du Val Terbi. Et là, tout à coup, il s'est dit « Eureka, j'ai trouvé, je vais l'appeler la Black Pig ». Ben, un petit complément d'information? Non, c'est très bien. C'est très bien. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Non, alors, donc, comme a dit Jean-Philippe, je suis le fondateur historique, mais j'insiste quand même sur le fait que sans mes copains et associés, on n'en serait pas là aujourd'hui. Là-bas, je voulais appeler ça le Mouton Noir, la brasserie du Mouton Noir, parce que je suis un petit peu un mouton noir dans ma famille, tatoué, qui a un peu pris quelques substances illicites étant jeune, alors que... Mais, mon Dieu. Tu connais, hein? Tu connais, Lucas. Tu n'as pas choisi ce nom car tu t'es dit je vais me retrouver sur des affiches de partis politiques. Ouais, peut-être, non, du tout. C'est très bon, mais non. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour vous par rapport à ça. Non, mais une fois, en allant googler justement mouton noir sur Internet, sur Google en l'occurrence, je suis tombé sur 3-4 brasseries, Mouton Noir, Black Sheep, des restaurants, des bars. Donc c'est un nom qui est très très commun. Donc du coup, j'ai complètement laissé tomber. Et puis une fois, comme a dit Jean-Philippe, en allant courir dans la montagne, je suis tombé sur un porc, mais dégueulasse. Vraiment crade, quoi. C'était vraiment dans sa merde. Et c'était vraiment le paradoxe par rapport à l'hygiène qu'on doit avoir dans une brasserie. Parce que sans hygiène, une brasserie, ça marche pas. Donc ça m'a fait rire, du coup. Donc on a gardé ça. Maintenant, d'autres produits qui vont venir. Est-ce qu'on risque d'une fois d'avoir un cidre ou est-ce que c'est un autre métier? On sait qu'il y a une demande qui commence à monter par rapport à ces cidres artisanaux. Est-ce que c'est le cas ici aussi dans le Jura? Alors, je pourrais laisser Christophe répondre parce qu'on a tenté le cidre dans notre bar, mais ça a été un flop monumental. Ça n'a pas marché du tout. Pourtant, c'est des cidres artisanaux de Lausanne. C'était, je ne vais pas nommer parce que voilà. Mais c'était vraiment... les gens n'ont pas du tout adhéré à ça. C'est vrai que c'est bon le cidre, mais c'est pas quelque chose qui est hyper... Voilà, ça fonctionne un petit peu, puis la mode est finie en fait. Donc Christophe au parloir. Alors c'est juste, c'est que on a déjà de la peine à faire accepter la bière artisanale dans notre région. Donc on n'est pas une région à bière très particulière. Les gens, je pense que chez nous, ils viendront pas dans un bar pour boire un cidre. Je sais que, moi j'ai vécu quelques années sur Lausanne. J'ai connu plusieurs bars à Lausanne où le cidre coulait à flot, quoi. Donc c'était beaucoup d'Anglais qui adorent le cidre. Par contre ici, c'est quelque chose qui marche pas, quoi. D'accord. Et puis pour une production de cidre made by Black Pig, on a un problème, c'est le volume en fait. Donc c'est que nous on travaille sur un système qui permet de brasser 2000 litres. Donc on est obligé de faire 2000 litres de cidre. Donc ça risque quand même d'être très compliqué à écouler 2000 litres. Jean-Philippe, toi qui es plus sur la partie commerciale de la chose, t'as envie de dire quoi à ceux qui nous écoutent par rapport à votre bière, à la Black Pig, qui est en plus labellisée spécialité canton du Jura et Régio Garantie. T'as envie de leur dire quoi aux gens qui nous écoutent pour
consommer plus de... Enfin, pas consommer plus de bière, bien sûr, nous ne poussons pas à la consommation d'alcool, mais pour faire connaître plus vos produits. Eh bien, n'ayez pas peur de goûter des bières artisanales. Buvez moins de bière industrielle, mais buvez mieux de la bière artisanale, c'est-à-dire buvez des meilleurs produits, pas forcément en aussi grande quantité que ce qu'ils font avec l'industriel, justement, et qu'il ne faut pas avoir peur de mettre le nez un peu dans ces bières qui sont artisanales et qui sont plus travaillées qu'une bière industrielle, qui sont insipides et qui vraiment n'en valent pas la peine. Messieurs, juste avant de se quitter, quand même, on a fait un petit peu le tour du propriétaire. On a compris que la bière Black Pig était très bonne puisqu'elle s'appelle Black Pig et qu'il y a des flamants roses partout ici. On n'aura pas compris encore à cette heure de l'entretien ce qui se passe dans vos têtes. Mais la bière a l'air d'être bonne. Quoi qu'il en soit, on va faire vite un petit tour du propriétaire. Jean-Philippe, ton parcours en 2 secondes. Mon parcours en 2 secondes, j'ai fait 15 ans dans la restauration. Après, pendant 15 ans, j'ai tenu une boucherie artisanale en Ajoie. Et puis là, ça fait depuis le 1er janvier 2020 que j'ai rejoint l'équipe des Black Pig. Et j'espère que ça se soigne. Juste avant le Covid. Juste avant le Covid, voilà. T'as bien fait. Oui, t'as bien choisi ton moment. J'ai choisi mon moment. C'est super, Jean-Philippe. Je pense que tu vas vite passer à la 8e épouse. Voilà, on va passer à Christophe. Christophe, quel est ton parcours à toi ? Alors mon parcours, moi j'ai un beau métier, hein Philippe ? Cuisinier ? Je suis cuisinier, c'est Mais ça. non. En fait, vous avez déserté vos métiers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le ras-le-bol ? Alors on sait tous que la cuisine c'est quand même un métier assez ingrat. Hein. Ouais, c'est assez dur. C'est Donc, très gras, pas ingrat. C'est gras, ingrat, c'est des horaires qui sont très compliqués. C'est vrai, ouais. Le travail en coupure, c'est très compliqué aussi, donc surtout quand on a une famille, on a tous des enfants, hein. Ben a 2 enfants, j'ai 2 enfants, Jean-Philippe a 3 enfants. Donc c'est un métier c'est un monde, la restauration que j'ai quitté parce que je me voyais pas non plus à 50 ans ou à 60 ans encore derrière les fourneaux. Ouais, puis je te coupe parce que le métier de cuisinier, certes, est un métier dur avec des horaires, mais là, vous devez quand même taper vos heures ici. Alors justement, je pense que je m'étais fait un petit peu des illusions. Voilà. Non, mais en fait, moi j'ai eu de la chance sur la fin de mon parcours en cuisine d'avoir un poste qui était vraiment très très cool. Quand je bossais tôt le matin jusqu'en milieu d'après-midi. Quelques fois le week-end parce que je faisais des traiteurs, mais sinon c'était très très cool. Mais le virus de la bière m'a attrapé, donc. Ouais, puis envie de changer, quoi. Je veux dire, envie de changer. C'est bon, quoi. On a le droit d'avoir envie de voir autre chose. C'est Mais en ça. tout cas, tu regrettes pas ton choix quand même. Alors je regrette pas du tout mon choix. À Parce part que de travailler avec Jean-Philippe et Ben. Quoi. Alors ça c'est un truc vraiment, on s'adapte. Hein. C'est dur, mais on s'adapte. Jean-Philippe, il ramasse depuis le début de l'émission, je dois quand même dire, parce que vous n'avez pas l'image qui nous a amené un touché extraordinaire de ta sœur, Florence, qui fait partie de l'association des paysannes jurassiennes, c'est ça ? Voilà. Et elle bat le beurre. C'est encore mieux, je vois qu'on est plein d'humour ici. On va finir avec notre ami Ben. Ben, quel est ton parcours à toi ? Moi, je suis de formation ingénieur en électronique. J'ai fait 15 ans dans une boîte en tant qu'ingénieur et responsable de projet de production en électronique digitale. Et j'ai fait un burn-out en 2013, quelque chose comme ça. Pas parce que je travaillais trop, hein. non, parce que voilà. Ingénieur, non. Ingénieur, non, il bosse pas beaucoup, mais voilà, j'ai fait un burn-out quand j'avais 36 ans, puis en fait j'ai commencé à brasser pendant mon burn-out, et puis c'est vrai que comme je suis une grosse feignasse, j'ai vite compris que brasser 30 litres dans ma cuisine, ça me suffirait pas, ce serait beaucoup de boulot pour pas grand-chose. Puis en fait, en venant m'installer dans le Jura, en suivant mon épouse, j'ai trouvé l'opportunité ici de monter cette brasserie, puis j'ai eu rencontrer les bonnes personnes pour monter ça. Une personne qui n'est pas là, mais qui nous a accueillis tout à l'heure, c'est Robert, c'est ça ? Robert, un autre associé, quel est son rôle ici ? C'est Roberto, c'est celui qui nous fait les cafés. Ah, il a un super rôle, on a bien fait d'en parler, c'était passionnant. Les gars, avant de vous quitter, où c'est qu'on peut vous retrouver ? Nous sommes ici à Kourou, super brasserie, il y a même un bar, mais est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, sur les réseaux sociaux ? Quels sont les horaires d'ouverture ? Allez, on fait péter les gars avant de se coucher. Alors, on est partout. Alors, Jean-Philippe vient d'ouvrir une page TikTok, Black Pig Jean-Philippe. Donc, allez le voir, il nous fait des pas de danse magnifiques. C'est grandiose. Non, sinon on est sur Instagram, Brasserie Black Pig ou Black Pig Taproom. On est aussi sur Facebook, bien entendu, la génération des quarantenaires. Sinon, Internet, blackpig.ch et jeanphilippeblackpig.com. Eh bien, merci messieurs. À tout bientôt.
Merci à Régio Garantie, merci à vos bières spécialisées, magnifiques, spécialité canton du Jura. Et puis, nous, on vous remercie de votre écoute. On vous souhaite une belle journée et à tout bientôt pour d'autres aventures. C'était Parlons Terroir, un podcast amené par Régio Garantie. Retrouvez-nous sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, croquez la vie à pleines dents. Enfin, si vous avez des dents.